Eh bien, joyeux 1er mai. Aujourd'hui, on va parler du 1er mai, mais on va surtout parler de ses origines, et c'est pas toujours tout ce qu'on pense. Écoutez, bienvenue sur Point de Rupture. On est toujours ravis de vous accueillir ici, alors je vous invite à prendre votre café, ou votre thé, ou ce que vous voulez à boire avec nous en ce moment. Alors, à la vôtre. Bien, aujourd'hui, au sommaire, nous sommes le 1er mai 2025 et au sommaire, nous avons d'abord les origines du 1er. D'où est-ce que ça vient, depuis quand est-ce que c'est fêté, etc., etc. Et ensuite, dans la deuxième partie, qui sont plus basées sur des principes, on va revenir vers quelqu'un que j'affectionne beaucoup, vous le savez déjà, c'est Thomas Sowell. Et on va parler de la vie privée de Karl Marx, telle qu'elle a été racontée par Thomas Sowell, qui a fait énormément d'études sur des aspects historiques. Si ça continue à vous intéresser, j'aimerais bien rentrer dans des tas de choses, parce que Thomas Sowell conclut des tas de choses sur la richesse également de la culture occidentale, et il le démontre historiquement. C'est passionnant. Bon, bref. Alors, d'abord, on va commencer par le 1er mai. Alors, le 1er mai, c'est la fête du travail, tout d'abord. C'est un jour férié. Et ce qui est intéressant, c'est que la fête du travail du 1er mai est fêtée presque partout à travers le monde entier, sauf aux États-Unis et au Canada, où il y a le Labor Day, c'est la fête du travail, le jour du travail, qui est le premier lundi, attendez, je crois que c'est le lundi après le premier dimanche du mois de septembre. Donc ça peut être du 2 au 8 septembre. Mais ce n'est pas le 1er mai. Et donc, on se dit, bah oui, mais c'est sans doute parce que le 1er mai étant une fête qui a été initiée par le communiste et tout cela, les Américains seraient sensibles à ça, ils ne voudraient surtout pas fêter une fête communiste, etc. Parce qu'on pense que le 1er mai, il y a des grandes parades qu'il y avait à l'époque de l'Union soviétique pour le 1er mai, etc. Mais revenons un peu en arrière, et on va toucher même à des théories complotistes sans y adhérer nécessairement. Et on va regarder quelles sont les premières origines où le 1er mai a été vraiment mis en avant. Eh bien, la première, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était le 1er mai 1776, c'était avant la déclaration d'indépendance américaine qui s'est faite le 4 juillet, donc le 1er mai c'était avant, et c'était la création de l'ordre des Illuminati. Alors, allez, on va freiner un peu, je ne vais pas rentrer dans tout un aspect complotiste sur les Illuminati, etc., et je vais peut-être même le dessouder quelque part parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Au début, l'ordre des Illuminati a été créé en Bavière. Et ça s'appelait d'ailleurs les Illuminati de Bavière. Et c'était créé par Adam Weishaupt, qui était un type très intéressant parce qu'il avait toutes ses origines qu'il tirait de toutes ses connaissances jésuites, parce que lui-même, il était théologien et professeur de droit canonique. Et le droit canonique, dans l'Église catholique, c'est le droit canonique, c'est le droit de la théologie et comment on explique les doctrines, les dogmes et tout ça là-dedans. C'est Thomas d'Aquin qui, au début, avait fait beaucoup d'œuvres sur le droit canonique. Bien, Adam Weishaupt sort de tout ça et sort d'une influence de ceux qui se plongeaient beaucoup dans le droit canonique, et à son époque, les jésuites étaient dominants par rapport à ça. Mais ça s'est passé en Bavière, c'est-à-dire dans le sud de l'Allemagne, qui est foncièrement catholique, alors que le nord de l'Allemagne avait une tendance bien plus protestante. Ceci dit, au début, Adam Weishaupt, avec son ordre des Illuminati, comme il l'appelait, c'est une traduction de l'allemand, je ne veux pas le massacrer en cherchant à le dire en allemand, c'est Erklärung, quelque chose dans ce style-là, des éclairés, des illuminés. Et il avait réussi à réunir 4 fois personne. Il y avait 5 ou 10 personnes dans son ordre qu'il avait créé le 1er mai 1776. Mais beaucoup de gens ont utilisé ce 1er mai après pour s'approprier presque un accord comme s'il y avait des Illuminati. En fin de compte,
C'était tous des gens qui voulaient se référer aux Illuminati, qui ont fait que ça a alimenté toute cette notion complotiste des Illuminati. Peu de temps après la création de l'ordre des Illuminati par Adam Weishaupt, il y a Knigge qui est arrivé et qui lui était bien plus organisé que Adam Weishaupt, et donc il a réussi à répandre ça où, en termes de nombre de membres au sein des Illuminati, c'était passé très rapidement à 1500 et plus. Pourquoi? Parce que Knigge a dit il ne faut pas qu'on se dissocie de tous les autres, mais il faut qu'on les utilise. Donc, il a ouvert toutes les portes aux francs-maçons. Il a dit on peut être franc-maçon et Illuminati en même temps. Au contraire, c'était même souhaitable. Et c'est lui qui a organisé tout le système où les 3 premiers niveaux des Illuminati étaient exactement les mêmes que les 3 premiers niveaux ou les 3 premiers degrés dans la franc-maçonnerie. Et ensuite, je ne veux pas que vous tiriez des conclusions trop hâtives là-dessus, mais un des leitmotifs des Illuminati, c'était liberté, égalité, fraternité. Alors vous allez me dire, ah bah oui, donc c'était des Illuminati qui étaient à la base de la création de la Révolution française, le jacobinisme et tout ça, etc. Pas si vite que ça, parce que moi je vais toujours chercher à mettre les gens en garde contre la corrélation par rapport à la causation. Une causation, c'est quand quelque chose est là, et ensuite s'engendre d'autres réalités. Ça les cause, et donc on arrive à enclencher des processus. Alors là, s'il y a 2 choses qui peuvent exister en même temps, sans qu'il y ait un lien, il y a une corrélation. Et là, ce serait trop dangereux de refaire l'histoire en disant qu'il y a un aspect qui va engendrer ça chez quelqu'un d'autre. Et donc là, il y avait plutôt un phénomène de corrélation, mais il y a toujours des gens qui ensuite, parce que les Illuminati, ça s'est inspiré du siècle des Lumières, de tout ça, il y avait un côté anticlérical, même si Knigge a cherché à diminuer le côté anticlérical de Adam Weishaupt, qui pourtant sortait du droit canonique, et lui, plus tard, il s'était rapproché plutôt d'une vision rousseauiste du monde, que l'homme était essentiellement bon, mais qu'il fallait l'aider à trouver son chemin, et qu'il fallait chercher Dieu dans la nature, etc., des aspects du panthéisme, et tout ça, ça existait. Mais il y avait des tentatives des Illuminati, même auprès des pères fondateurs des États-Unis, pour chercher à les influencer d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Par corrélation de nouveau. Parce que si on arrivait à s'intégrer au niveau de ceux qui ont une influence dominante dans le monde d'une façon générale, on allait avoir plus de reconnaissance. Donc c'est peut-être pour ça que cette notion du 1er mai revenait en permanence quand on allait chercher les racines de pas mal d'efforts. D'autres personnes amenaient la notion du 1er mai à retrouver ses racines chez Marx. Mais alors Marx, où est-ce qu'il a trouvé ses racines lui-même? Parce que Marx, par certains côtés, dans toutes ces associations qu'il crée au début, il voulait éradiquer les communistes, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors qu'après, c'était devenu un des phares du communisme, si vous voulez. Et les traces réelles que l'on trouve pour la première fois de vouloir faire des fêtes pour le 1er mai, c'était aux États-Unis, pas en Europe. Aussi bizarre que puisse paraître, aux États-Unis, on ne reconnaît pas le 1er mai, mais je crois que c'était en 1884 et ensuite de nouveau en 86 qu'on a voulu fêter l'anniversaire des déclarations. C'était dans les syndicats d'ouvriers aux États-Unis qui luttaient pour la journée de 8 heures. Et donc, le 1er mai était devenu un symbole de cette fête du travail où on voulait mettre tout ça en avant. Ensuite, en 1888, quelques années plus tard, il y a eu de nouveau cette demande de 8 heures de travail chez les cheminots américains, qu'on appelait ceux qui travaillaient chez Pullman. Parce que Pullman, c'était l'appellation de toutes les voitures qui étaient sur les chemins de fer
dans lesquels les gens, il y avait des compartiments, il y avait des salles-restaurants, etc., etc. Et ça donnait toute cette notion au style Pullman. Et il y a beaucoup de gens qui avaient cherché à mobiliser tous ceux qui travaillaient dans les Pullman, parce que c'était peu de temps après la guerre civile, après le 13e, 14e et 15e amendement aux États-Unis, où beaucoup de Noirs américains se retrouvaient à travailler dans les chemins de fer. D'ailleurs, c'est même pour ça que dans les films qui sont faits sur des films d'époque, on voit souvent tous les gens qui travaillaient dans les trains sont de race noire aux États-Unis. C'est plus nécessairement vrai aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une référence. Ensuite, c'est à partir de l'influence de ce qui se passait aux États-Unis, souvenez-vous, c'était lié à la demande de 8 heures de travail, qu'il y a eu des syndicats français à la fin du XIXe siècle de nouveau, qui ont demandé ces 8 heures de travail, etc. Et ensuite, ça a été entériné par une décision syndicale en 1919. Mais ce n'était pas encore reconnu comme fête nationale. Et la fête nationale du 1er mai n'existait même pas à l'époque de la Troisième République, à l'époque de Léon Blum. Ça a été entériné après Léon Blum en 1941. Je crois que c'était le 24 avril 1941, c'est-à-dire une semaine avant le 1er mai. Et celui qui a fait ça, et là vous êtes étonné sans doute, c'était le maréchal Pétain. C'est lui qui a entériné la notion du 1er mai comme étant un jour chômé, un jour férié, qui allait fêter cette journée du travail. Aujourd'hui, on le trouve partout, on le trouve dans le monde entier, et c'est toujours contradictoire parce qu'il y a des gens qui disent « bah oui, mais donc la journée du travail, on ne travaille pas ». Bah oui, mais ça fait partie de toujours ce genre de choses, etc. Alors que les États-Unis et le Canada ont décidé de le faire au mois de septembre, peut-être parce que vous ne voulez pas cette association au mouvement ouvrier directement et aux syndicats de l'époque de la fin du XIXe siècle, parce qu'il y avait un contre-courant très fort aux États-Unis contre tout ce qui pouvait être associé au communisme, au socialisme, dans ce style-là. Et c'est pour ça que le 1er mai n'en a pas pris en tant que fête du travail aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est une fête du travail, mais pour ceux qui ne travaillent pas, ça leur enlève les excuses de ne pas avoir le temps d'aller acheter du muguet pour la personne importante dans leur vie. Parce que cette notion du muguet, ça montre toujours une bonne volonté, mais c'est lié à la notion du printemps. C'est le moment où le muguet sort, et c'est le moment pour en avoir, et c'est un signe de porte-bonheur, de délicatesse. Il y a ce parfum du muguet très léger qui est très agréable et qui amène tout ce côté printanier. Alors maintenant, j'espère que vous en savez un peu plus sur le 1er mai. Donc même s'il y a certains qui cherchent à relier ça aux Illuminati depuis le début, c'est pas nécessairement le cas, c'était plus une question de corrélation, mais il y a beaucoup de gens qui s'en ont inspirés quand même. Donc parfois, c'est ceux qui voulaient s'inspirer par opportunisme qui ont fait persévérer l'histoire complotiste, que tout ça s'était pré-réglé avant, y compris pour la Révolution française, y compris pour la Révolution américaine, etc., etc. Donc, parfois, c'est des concours de circonstances qui font que des fêtes existent. Maintenant, j'espère que vous en savez un peu plus sur le 1er mai, et ça ne va pas vous empêcher de le fêter et de le fêter dans les meilleures conditions possibles. Alors, si vous regardez cet enregistrement avant le dîner, je vous souhaite un excellent dîner du 1er mai avec tous ceux qui vous sont chers, et j'espère que vous aurez passé une excellente journée si vous n'avez pas eu à travailler, parce qu'il y a certains métiers qui sont obligatoires où les gens vont travailler quand même, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit les pompiers, que ce soit la police, que ce soit les cheminots. Il y a des activités de service de ce style où pour ces gens-là, il ne faut pas chômer, parce qu'il y a un engagement dans le fait qu'ils vont amener un service à la population qui est dominant. Voilà pour le 1er mai. Maintenant, on va passer au deuxième thème. On va parler de nouveau de Thomas Sowell, parce que dans le deuxième thème,
on ne se réfère pas autant à l'actualité et aux faits qui sont en train de se passer, parce que ces choses-là ont un effet sur notre présent, mais notre avenir est souvent défini par rapport à des principes et des valeurs qui nous sont chères, et là, on a besoin de les chercher dans certains faits historiques pour remettre la lumière sur des choses qui sont réelles dans le passé et qui vont être des éclairages pour nous guider dans l'avenir. Eh bien, regardons ce que Thomas Sowell dit sur la vie privée de Marx, parce que Sowell, on en a déjà parlé, il a fait des analyses sur la philosophie de Marx, comme c'est un économiste et c'est un penseur conservateur, mais c'est également un historien. Peut-être dans un avenir très proche, je vous parler de ce que dit Thomas Sowell sur la culture occidentale et pourquoi il y a eu une progression à l'Occident, dans l'ouest de l'Europe, bien plus grande que à l'est de l'Europe, dans les pays slaves. Et ça peut paraître très controversé, mais je voudrais partager ça avec vous parce que vous verrez que les raisons pour l'enrichissement de la culture occidentale étaient liées au fait que tous les gens qui écrivaient et qui lisaient certaines écritures le faisaient dans la même langue. Un Français pouvait lire les écrits d'un Allemand. Pas parce que le Français connaissait l'allemand, pas parce que l'allemand écrivait en français, mais c'est parce que tout ce qui était important est écrit en latin. Et ça sera un thème qu'on abordera à un autre moment. Je vous mets dans la bouche pour une émission future. Là, revenons sur ce que Thomas Sowell nous dit sur Karl Marx. Il a vraiment fait énormément d'études là-dessus et il a fait des enregistrements qui durent des heures sans fin. Et moi, j'aimerais bien partager tout ça avec vous, mais ça serait vraiment un roman. Et il y a des choses qui sont franchement choquantes sur la façon dont Karl Marx fonctionnait. Alors, voilà ce qu'il tire comme aspects principaux de la vie personnelle de Karl Marx. Premièrement, Karl Marx est un homme qui ne travaillait pas. Sowell souligne régulièrement que Karl Marx a passé la majorité de sa vie sans emploi stable, vivant surtout de la générosité d'autrui, mais de la mendicité également, parce qu'il n'arrêtait pas de demander de l'argent. Il traitait ses parents d'idiots, il traitait ses amis d'idiots, mais il n'hésitait jamais à leur demander de l'argent. Il avait zéro regard pour sa mère, alors qu'il voulait sans arrêt qu'elle lui donne de l'argent. Même quand son oncle s'est senti un peu malade, il a dit essentiellement, j'espère que ce vieux crétin, ou ce vieux, je suis désolé de dire ça, mais c'était ses paroles, ce vieux con va mourir bientôt pour que je puisse avoir son fric. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Donc, il a surtout profité de tout le soutien financier qu'il recevait de son ami et collaborateur, Friedrich Engels, avec lequel ils ont écrit ensemble le manifeste du Parti communiste, ou le manifeste communiste, comme on peut l'appeler. Et Friedrich Engels, lui, était plus qu'un bourgeois, parce que c'était un dirigeant d'entreprise. Donc, Sowell voit vraiment une forme d'hypocrisie intense chez Marx, parce que Marx prônait la révolution des travailleurs, mais refusait lui-même d'accepter les contraintes d'un emploi productif. Je vais vous donner une paraphrase de Sowell, qui est souvent répétée dans ses écrits. Il disait « Marx parlait au nom de la classe ouvrière, mais n'en faisait pas partie. » Mais en même temps, il contrecarrait les opinions des autres en disant « Mais de quel droit est-ce qu'ils peuvent s'exprimer là-dessus? Parce qu'ils n'y connaissent rien, ils ne sont pas ouvriers eux-mêmes. » Et lui, il avait un mépris pour les ouvriers parce qu'il y avait des moments où ça allait mal parce qu'il avait trop dépensé d'argent, parce qu'il vivait trop bien, etc. Et quand il était dans des situations de mendicité, il disait oh là là, là je vis comme un prolétaire. Mais il le regardait comme quelque chose de négatif, de néfaste. Deuxième point que Thomas Sowell soulève sur Karl Marx, c'est qu'il avait vécu une vie de bohème bourgeoise. Alors, c'est quoi une vie de bohème bourgeoise?
c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des fils à papa qui ne font rien du tout, mais qui vivent, qui profitent, qui vivent au crochet des autres, au crochet d'un père un peu plus riche, et tout cela. Donc, soit elle fait remarquer que Marx menait une vie assez confortable, pas régulièrement, mais la plupart du temps, mais bien plus confortable que la plupart des gens qui travaillaient, quoi, qui étaient des ouvriers. Il avait par exemple une femme de ménage, une bonne, etc. Et d'ailleurs, qu'il traitait comme une chienne. Et pourtant, elle a toujours eu un genre de loyauté et de fidélité énorme par rapport à la famille Marx. Donc, lui-même qui sortait d'un milieu assez aisé, il était baptisé luthérien, même s'il venait de toute lignée juive. Dans tous ses ancêtres, il y avait toute une lignée rabbinique. Donc c'était rabbin qui engendrait rabbin, qui engendrait rabbin, etc. Donc il sortait de tout ça. Ça n'a pas empêché Karl Marx également d'avoir des propos très antisémites. Et donc, il semblait que, sans arrêt, Karl Marx avait des réactions contre des gens qui lui ressemblaient. Par exemple, il avait des propos, des discours très enflammés contre la bourgeoisie qui cherchait à déglinguer, alors qu'il vivait dans des conditions très bourgeoises. Pas du tout les conditions des ouvriers qu'il prétendait défendre. Et comme on a dit tout à l'heure, tous ses besoins premiers étaient couverts par Friedrich Engels, qui lui-même était un capitaliste. Il était co-dirigeant d'une usine. Sur un autre plan, Thomas Sowell nous ouvre les yeux sur comment fonctionnait Karl Marx. C'était un père de famille qui n'en était pas un. Il était très négligent. S'il n'y avait pas eu une bonne pour s'occuper des enfants dans sa famille, personne n'en serait occupé. Karl Marx était ce qu'on appellerait aujourd'hui un égocentrique narcissique presque excessif. Il n'a pas été un vrai père, il a été un mari très peu attentif, il traitait aussi bien sa femme que ses enfants pas bien du tout. Un de ses enfants était mort jeune parce qu'il ne s'occupait pas des enfants, etc. Et puis, la plupart du temps, ils étaient délaissés. Et plusieurs de ses descendants ont souffert d'une pauvreté immense. Alors que, rappelons-le, en dehors de cette période de sa vie où ça allait moins bien parce qu'il n'y avait plus personne pour l'entretenir, la plupart du temps, Karl Marx a vécu une très bonne vie de bourgeois. Certaines de ses filles sont mortes dans des circonstances tragiques. Et Sowell développe tout ceci davantage. Si vous avez l'occasion de l'écouter avec sous-titrage, je vous conseille d'aller chercher tous les discours de Sowell parce que c'est ce qu'il a écrit dans ses livres, mais il les a lus également, donc c'est presque comme de l'audio. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Et si ce n'est pas traduit en français, ça le sera en sous-titrage, donc vous pouvez le voir de cette façon-là. Et ça, donc, utilise ces éléments pour montrer que Marx n'a pas assumé du tout ses responsabilités personnelles. Alors, finalement, sa façon de fonctionner par rapport à tout son monde qui l'entourait, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, elle était empreinte de mépris et de racisme phénoménal. Sowell souligne que Marx tenait des propos très virulents, y compris des propos très racistes ou antisémites, malgré les origines juives qu'il avait, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il le faisait systématiquement contre certains adversaires intellectuels. Il soulignait tout de suite la juiverie de ses adversaires intellectuels, où il disait que tous ces gens-là, ils pensaient comme des haines, en se référant avec un mot pas gentil du tout envers ceux de race noire. Et ça, c'était ses propos. Donc, je ne sais pas comment il y a des gens qui peuvent adhérer au marxisme pensant que c'est un système antiraciste, alors que lui-même, c'était l'exemple même de quelqu'un de profondément raciste. Donc, Sowell
cite directement des lettres, parce que il a trouvé des lettres et puis il a fait des recherches, etc., de tout ce qui venait d'autres personnes qui avaient fait des recherches et qui avaient trouvé ces lettres sur Karl Marx, où Marx utilise des termes dégradants, mais vraiment dégradants, envers tous les Slaves, envers tous les Noirs et envers tous les Juifs. En fin de compte, sur ce plan-là, c'était un précurseur de Hitler. Si on lisait Mein Kampf de Hitler, où il s'attaque d'abord aux Slaves, parce que là où Hitler s'attaquait le plus, c'était sur les Slaves, etc., c'est comme s'il avait lu les écrits de Marx là-dessus. C'est ça qui est amusant. Donc, ça, il voit une preuve que l'idéologie égalitaire de Marx ne s'appliquait pas à sa vie personnelle. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Vous voyez, chez les intellectuels, ça leur plaît toujours de procéder d'une façon logique et raisonnée pour construire une idéologie et pas du tout sur la praxis, c'est-à-dire sur la pragmatique. Finalement, Thomas Sowell nous dit qu'il y a une contradiction fondamentale chez Marx. Il revient souvent sur ce qu'il appelle l'irresponsabilité des intellectuels. Les intellectuels proposent des théories grandioses sans en subir les conséquences. Marx, selon lui, incarne parfaitement ça. C'est un homme qui théorise sur l'économie sans jamais avoir dirigé d'entreprise ou produit une richesse quelconque. C'est un homme qui parle d'oppression sans s'impliquer concrètement dans la vie des classes populaires. C'est tout simplement quelqu'un qui était imbu de lui-même, imbu de son intelligence, de son intellectualisme, de la capacité de tirer des conclusions à partir de cela. Et ensuite, il a construit une idéologie à partir de ce qu'il pensait être juste, mais qui n'avait rien à voir avec son style de vie. Donc, de nouveau, si vous voulez en savoir plus sur tout ceci, n'hésitez pas à aller chercher toutes les œuvres de Thomas Sowell. J'en ai parlé dans le dernier point de rupture que j'avais fait. Et je crois que vous pouvez tirer énormément d'enseignements de ce fait-là. Si vous considérez que tout ce que je vous amène par le biais de Thomas Sowell, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, de respect et vraiment d'intérêt, parce qu'il se lit d'une façon extraordinaire, dites-le moi. Mettez-les dans les commentaires, parce que on va continuer, mais seulement si ça vous intéresse. Certains d'entre vous, vous en avez déjà parlé, et donc on va le faire pour avancer dans ce sens-là. Donc, si vous voulez nous aider dans Point de Rupture, n'hésitez pas à liker, à partager ça avec d'autres personnes, surtout à vous abonner et surtout à en parler avec d'autres personnes de tout ce qu'on est en train de faire là-dessus. Et on va continuer à chercher à vous apporter tout ce qu'il y a de bon. Là-dessus, je vous dis bonne fin de 1er mai et à demain, le 2 mai, pour notre prochain Point de Rupture.